Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là. Ne soyez pas impatients, hein, les tartes c'est pour après, hein, donc faut tenir le coup. Ok. Donc bienvenue à cette nouvelle conférence. Donc c'est la première conférence de l'année 2025. On aura toute une série. Je vais vous les présenter après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Christian Mostosi, organisateur et modérateur de ces conférences. Alors pour des raisons de sécurité, pour ceux pour qui c'est la première fois, mais je crois qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus. Il y a des nouveaux dans la salle? Bien. Alors, pour des raisons de sécurité, sachez que les sorties de secours se trouvent à droite et à gauche. Donc, à droite pour vous, à gauche là-bas aussi. Les toilettes sont dans le couloir. Donc là, vous allez dans le couloir et vous avez les toilettes hommes et femmes. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi fascinant qu'essentiel, celui de l'intelligence. Vous êtes tous intelligents, n'est-ce pas? Ouais, là, un peu moins. Ça ne répond pas. Alors, depuis des décennies, l'intelligence humaine est une thématique au croisement de multiples disciplines. La psychologie, les neurosciences, la pédagogie et même la sociologie. Pourtant, pour beaucoup, elle reste réduite à un chiffre, le fameux QI, le quotient intellectuel. Mais est-il pertinent de considérer l'intelligence comme un concept monolithique et universel? Les échecs scolaires ou professionnels, les inégalités dans l'apprentissage et même certaines réussites hors normes nous invitent à questionner cette vision simpliste. Les travaux de recherche comme ceux de Howard Gardner, avec sa théorie des intelligences multiples, en 1983 déjà, ont ouvert la voie à une conception plus riche et nuancée. Gardner a défini l'intelligence comme une capacité à résoudre des problèmes ou à créer des produits valorisés dans un ou plusieurs contextes culturels. Selon lui, il existe au moins 8 types d'intelligence, allant de la linguistique et la logique mathématique à l'interpersonnel et la kinesthésique. Cette perspective élargie est particulièrement intéressante pour comprendre les défis éducatifs actuels, notamment face à l'échec scolaire. Vous êtes toujours là? Parfait. Les avancées scientifiques nous invitent à repenser notre compréhension de l'intelligence en reconnaissant sa nature multifacette et en adaptant nos approches éducatives en conséquence. Mais où en est réellement la recherche scientifique aujourd'hui? Que disent les neurosciences et les avancées technologiques sur ces différentes formes d'intelligence? Et surtout, comment intégrer ces connaissances pour améliorer nos pratiques éducatives et sociétales? Pour approfondir le sujet, vous avez compris, ce n'est pas moi qui vais présenter, on a un orateur pour ça. Nous avons la chance d'accueillir un spécialiste de la question, Rachidi Chabani, psychopédagogue, agrégé en sciences psychologiques et sciences de l'éducation à l'UC Louvain en 2020 et professeur en secondaire supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors j'insiste sur le fait que notre conférencier n'est pas particulièrement passionné par le sujet, il est carrément enflammé. Ça, j'ai pu le constater lors d'une discussion, lui et moi, la dernière fois. Je vous demande donc d'applaudir chaleureusement notre intervenant, Rachidi Chabani. Voilà, un petit court entracte technique. Vous pouvez parler entre vous si vous voulez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, voilà. Je remercie Christian pour l'invitation qu'il m'a faite.
mais aussi je vous remercie d'être là, si nombreux pour m'écouter. J'imagine que vous avez dû faire des sacrifices, sacrifier votre temps, puisque le temps est devenu une denrée rare. Au fil et à mesure que les années passent, on se rend compte qu'on n'a jamais assez de temps. Alors je vous remercie de prendre ce temps pour que nous puissions discuter. En fait, j'ai imaginé cet exposé comme, non pas comme une transmission des connaissances, mais plutôt une opportunité pour que nous puissions discuter ensemble. Parce qu'en matière d'intelligence, j'imagine que vous n'êtes pas sans connaissance concernant l'intelligence. Chacun de nous a un avis qui lui est propre concernant l'intelligence. Et ces avis sont sans doute forgés par notre parcours personnel, par nos rencontres, par nos déceptions, par un parcours scolaire, chaotique ou pas. Alors, j'ai imaginé aussi que ça puisse être une opportunité de réfléchir sur la manière d'accompagner nos enfants ou d'accompagner les apprenants. L'intelligence. Alors, le plan que nous allons suivre aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, je parlerai de l'intelligence en revenant un peu en arrière, au fait. Et ensuite, j'aborderai les définitions, les différentes définitions selon les théoriciens. Mais il y a aussi les mythes de l'intelligence, les mythes que nous avons tous un peu intériorisés sans le savoir, puisque ce sont des idées reçues que nous pensons être vraies. Et nous avons appris cela comme étant vérité. Il y a aussi les critiques concernant le QI et le IM, qui est pour intelligence multiple. Après, nous allons voir un peu quelques tests, essayer un peu parce qu'on a souvent des stéréotypes concernant les tests, alors nous allons les voir, qu'est-ce qu'ils contiennent, pour pouvoir se forger encore un avis qui serait appuyé non pas sur une croyance, mais sur des faits. Et ensuite, je conclurai. Ça va? Ça vous va? Voilà. Alors, l'intelligence, le mot intelligence vient d'un verbe, au fait, latin, qui est en deux mots, inter. Mon latin est assez catastrophique, donc vous m'excuserez. Donc, inter signifie entre, et legere signifie accueillir, choisir, lire, ou plutôt cueillir. Voilà. Je me perds un peu. Alors, il y a un Français, Hutto, qui a fait ce constat, et dans mes lectures, je pense que ça correspond un peu à ce que nous tous nous pensons de notre siècle. Il dit ceci, et je cite, « L'intelligence est un terme du langage courant qui pèse lourd. Si l'on vous en attribue, tout va bien. Dans le cas contraire, les obstacles s'élèvent. La mesure de l'intelligence, avant d'être un enjeu scientifique, fut un enjeu politique. Et par politique, je ouvre une parenthèse, au XIXe siècle, je vais revenir, on mesurait l'intelligence par la taille du crâne. Alors, si vous regardez les vieilles vidéos, notamment des vidéos propagandistes, des vidéos qui faisaient l'apologie du colonialisme, et vous allez voir les crânes qu'on mesurait pour déterminer les personnes qui étaient intelligentes, ou du moins jugées comme étant intelligentes, et d'autres qui n'étaient considérées que comme étant des personnes qui étaient proches de l'animal. Et vous imaginez bien que ce n'étaient jamais ceux qui étaient natifs de l'Europe qui étaient considérés comme étant proches de l'animal, c'était les autres. Alors, il continue en disant encore, l'intelligence joue en effet un rôle important dans les phénomènes de stratification, de hiérarchisation et de reproduction sociale. La manière de mesurer l'intelligence devient donc, elle aussi, un enjeu, tout comme
les conceptions sur les possibilités de son développement. Est-ce que l'intelligence est innée? Est-ce que l'intelligence est acquise? Sur les facteurs culturels qui peuvent influencer l'intelligence elle-même ou sa mesure. Cette citation me rappelle cette semaine encore où j'étais membre du jury pour les qualifications dans l'école où j'enseigne. C'est une école professionnelle. Et j'ai discuté avec un collègue qui est prof de menuiserie. Et soudainement, il s'est exclamé en disant « Oh yo yo, oh yo yo, ici, nous sommes plutôt des manuels. » Alors, j'étais surpris. C'est Siri. Alors, j'étais surpris de voir que même dans le chef des enseignants, certes, c'est un prof de menuiserie, mais dans sa conception, il imaginait mal que dans la menuiserie, qu'on puisse être intelligent. Alors, il dira que non, ici, M. Rachidi, nous sommes des manuels. Ici, nous ne parlons pas d'intelligence. Cependant, est-ce qu'on peut séparer les mains de notre cerveau? Quand je regardais les prouesses que ces élèves étaient capables de réaliser, transformer le bois en quelque chose qui soit utile, une chaise, je suis incapable, moi, de pouvoir rien que rassembler une chaise. Incapable de pouvoir utiliser des outils de menuiserie pour pouvoir concevoir une porte, une fenêtre, et ainsi de suite. Mais pour ce collègue, il était persuadé que son métier n'avait rien à voir avec l'intelligence. Alors, j'ai trouvé quelques vidéos sur Internet qui vantent, ou du moins qui vulgarisent le QI. Et vous allez suivre, j'espère que ça va fonctionner. J'étais assez surpris de voir qu'au XXIe siècle, ce qu'on pensait être un outil du siècle dernier, mais cet outil tend à perdurer. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi le son. Officiel QI test qui pourrait t'aider. Simple d'utilisation et précis, il te pose plein de questions avec des images, des calculs et devinettes. Attention, c'est chronométré. Alors plus tu seras rapide et plus ton résultat sera meilleur. Et une fois terminé, tu pourras accéder à ton QI. Est-ce que tu savais que le QI moyen en France est de 98? Et toi, est-ce que tu as déjà fait ton test QI? Sinon, il y a le site officiel QI test qui pourrait t'aider. Simple d'utilisation et précis, il te pose plein de questions avec des images, des... J'étais enseignant et je revenais d'un voyage scolaire. Et pendant le voyage scolaire, j'avais découvert, bien entendu, que certains de mes élèves avaient des talents tout à fait insoupçonnés. Extraordinaires, comme bien tenir une caméra ou résoudre des conflits entre les élèves. De retour dans le lycée de la banlieue parisienne, je me suis dit, mais comment ça se fait? Certains de ces élèves ont des talents tout à fait étonnants et ils sont en échec scolaire. Comment est-ce possible d'avoir tant de talents et être en échec? Et tout à coup, leur échec est devenu mon propre échec. Alors j'ai creusé la question. Ça m'a conduit plusieurs fois aux États-Unis, en Australie, et dans mes recherches, je suis tombé sur une vision de l'intelligence très, comment dire, très rafraîchissante et très facile à comprendre et très riche à la fois.
la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. Alors j'en parle depuis assez longtemps, et je me souviens d'une conférence que j'ai faite une fois dans un lycée technique, dans une banlieue difficile. Il y avait les élèves devant moi, les enseignants derrière. À la fin de ma conférence sur les intelligences multiples, il y a une jeune fille, une élève qui lève la main et qui dit « Monsieur, si je vous ai bien compris, moi aussi je suis intelligente. » Je dis « Oui, mademoiselle, bien entendu, vous aussi vous êtes intelligente comme nous tous. » L'étonnant est venu après, c'est lorsqu'un enseignant m'a dit que cette jeune fille était en profond échec scolaire. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle aussi, elle était intelligente, et vraiment intelligente. Et à partir de là, on peut commencer à construire. En fait, j'ai choisi ces vidéos pour montrer, au fait, que nous sommes dans un monde où il y a deux visions. Il y a la vision qui tend à dire que l'intelligence est d'abord une mesure. Une mesure, quand on vous attribue cette mesure, ça donne une sorte de valeur ajoutée à votre personne. Et on le voit avec les premières vidéos où on voit des familles en train de se réjouir du fait qu'ils ont un score élevé au QI. Ce n'est pas des familles du siècle dernier, mais c'est des familles d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Et l'autre vision, c'est la vision qui tend à multiplier l'intelligence. Alors, la question à savoir, est-ce que la vision qui tend à multiplier l'intelligence, c'est cette vision-là que nous devons absolument avoir, ou la vision qui tend à donner l'intelligence une mesure qui tend à donner un chiffre à chaque personne. Alors, moi, je suis un peu au milieu. Je vous avoue que je suis au milieu parce que il faut beaucoup d'humilité lorsqu'on a affaire à la question qui touche l'intelligence. Prenons un exemple. Prenons la personne la plus intelligente en Europe ou en Belgique. Vous prenez cette personne, vous le déplacez dans un village congolais qui se situe en plein milieu de la forêt équatoriale. Et vous dites à cette personne, cherche ta nourriture. La même personne, en Belgique, c'est la personne la plus intelligente au monde, mais cette personne, si vous le mettez à côté d'un pygmée qui maîtrise son environnement, ne sera plus une personne intelligente, du moins telle que nous voyons cette personne. Et l'inverse est aussi vrai. Vous prenez un pygmée qui maîtrise son environnement de forêt et vous l'amenez ici, il serait tout autant perdu. Même s'il était le grand chasseur qui savait débusquer le gibier, qui savait chasser, qui savait nourrir sa famille grâce à la chasse, il se retrouverait aussi démuni lorsqu'il se retrouve dans un environnement qui ne lui est pas familier. Alors, je me suis dit, revenons un peu en arrière. Parce qu'avant de comprendre un peu ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive dans nos écoles, ce qui arrive dans nos familles, parce que vous êtes sans savoir que nos familles aussi sont parfois les relayeurs de stéréotypes sur l'intelligence. On dirait à un enfant, tu es intelligent. Et à un autre, celui-là, oh, il est plutôt manuel. Oh, celui-là, il ne fera rien, il n'est pas bon à l'école. Ce sont des paroles que nous entendons dans des familles. Alors, moi, je me suis dit, revenons un peu en arrière pour comprendre les concepts de l'intelligence tel que nous le comprenons aujourd'hui. Alors, il a fallu un siècle de débat, hein, entre 120 et 130 ans, en fait. Et le débat n'est toujours pas fini.
concernant l'intelligence. Alors, tout commence avec un certain monsieur Spearman. Ce monsieur, il réalise des tests. En réalisant les tests, qu'est-ce qu'il dit? Il remarque qu'il y a un facteur G. Facteur G comme facteur général. Un facteur qui est la relation, en fait, qui est une relation positive entre différents tests qui n'ont rien à voir les uns les autres. Alors, il a réalisé des tests visio-spatials et le score élevé de ce test visio-spatial vont influencer des scores sur le langage ou sur le vocabulaire. Aujourd'hui, on peut prendre un exemple, mais en mettant beaucoup de guillemets. Imaginons que vous avez inscrit votre enfant au cours de musique, à l'académie de musique, et que à l'académie de musique, l'enfant réussit brillamment à reproduire la partition telle qu'il lui est donnée, à exécuter magistralement son cours de piano. Et le résultat positif qu'il obtient au cours de musique lui permet de pouvoir avoir les bons résultats au cours de maths. C'est juste pour expliquer un peu, c'est que le travail que Spearman a fait au début du siècle, au début du XXe siècle. Et pour Spearman, c'était le noyau de l'intelligence. C'est-à-dire que le noyau à partir duquel nous pouvons faire des tests, le noyau à partir duquel nous pouvons réaliser les autres tests et l'intelligence globale. Grâce au travail de Spearman, on va avoir une validation de l'intelligence globale. Et à la suite de Spearman, nous avons Binet et Simon qui, eux, ils vont recevoir, là on se trouve en France, ils vont recevoir notamment une mission de l'éducation nationale pour pouvoir aider les enfants en difficulté scolaire pour les orienter vers un enseignement adapté. J'évite de dire ce mot parce qu'aujourd'hui on ne le dit plus, des enfants retardés mentaux. Je dirais plutôt les enfants avec une déficience mentale. Parce que ça a plein de préjugés, plein de stéréotypes lorsqu'on dit retardés mentaux. Alors, Binet va faire des tests sur ces enfants-là afin de leur donner à chaque enfant la possibilité de suivre un enseignement adapté selon les capacités. Et à la suite de Binet et Simon, on a Stern. Et Stern, lui, il va se baser sur les travaux de Binet pour proposer de pouvoir diviser l'âge mental avec l'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge qu'on a à la naissance. Et les résultats de cette division-là, c'est le Q multiplié par 100, ce qui donne notre fameux test qui a révolutionné le monde, le QI. Ce qui m'intéresse, et j'imagine vous également, c'est de savoir le contexte dans lequel cet outil a été utilisé pour comprendre, au fait, ce que nous avons fait de cet outil aujourd'hui. Le contexte, c'était un contexte où il fallait envoyer des enfants avec une déficience mentale vers un enseignement adapté, et cet outil a été quasi rendu universel, puisque les Américains ils vont s'en accaparer, et lorsque les Américains prennent quelque chose, ils en font quelque chose d'extraordinaire. Made in State. Alors, un succès planétaire du QI. Alors, bien sûr, ça a évolué depuis lors, hein, je vous assure. Donc, déjà en 1939, il y a une amélioration du QI pour les adultes, parce que l'âge mental, lorsque on grandit, l'âge mental grandit également.
Alors, on a adapté aussi donc un QI pour les adultes, de manière à ce que et les enfants puissent être testés et les adultes également. Alors, on va quitter un peu la naissance de ce test révolutionnaire pour être confrontés déjà aux personnes qui vont, dès le départ, remettre en question le QI. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui soit aussi précis, une mesure aussi précise. Alors, il y a quelques théoriciens qui se sont aventurés à faire. Donc, je veux le faire très court. Donc, il y a en 30, déjà, il y a une remise en question des travaux de Spearman et la tentative de faire disparaître le QI. Mais cette tentative va échouer parce que, à vouloir absolument faire éclater le concept de l'intelligence globale, on va se retrouver à parler des aptitudes mentales primaires aussi efficaces que le QI. Lui, Thurston, il va déceler 7 aptitudes. Mais ces 7 aptitudes-là ne vont pas, pour le dire de manière pratique, ne vont pas faire long feu parce que lorsqu'on passe cela sous l'examen de l'expérience, ça ne tient pas. Et puis il y a Guilford, lui, disciple de Thurston, il va en détecter encore 120, 150 aptitudes. Modèle qui n'explique pas les articulations de ces aptitudes. Il n'y a pas de modèle, en fait. Alors, vient, et je vais revenir sur ça parce que ça va nous aider à comprendre l'origine des intelligences multiples, en fait. Parce que déjà, ces théoriciens, dans les années 30, c'est comme s'ils anticipaient ce qui allait se passer des années après. Et Gardner, dont Christian en a parlé, il va être celui qui va s'inspirer des travaux des autres pour pouvoir émettre sa théorie. Et je tiens à vous signaler que ce ne sont que des théories. Qui dit théorie, ce sont des propositions, des solutions qui ne tiennent pas toujours à l'épreuve du temps. Rappelez-vous, au 19e siècle, pour être intelligent, il fallait qu'on mesure la taille du crâne. Et vous pouvez imaginer, vous qui avez étudié aussi l'histoire, les dégâts que cela a causé. Parce qu'on a hiérarchisé les cultures. On a hiérarchisé ce que on peut dire, entre guillemets, les races. Parce qu'on a décrété que est intelligent seulement l'homme blanc européen. Et les autres étaient... le noir était plutôt proche du singe, donc du coup, la chose était réglée. Mais les autres étaient également vus et nivelés vers le bas parce qu'il suffisait de mesurer leur crâne. Et le jour où, bien évidemment, on a vu aussi que parmi les Européens, il y en avait certains qui n'avaient pas une grosse tête. Alors la théorie est tombée, tout de suite et on n'a plus cherché à aller dans ce sens-là. Alors, qu'a-t-elle, entre les années 30 et les années 85, et là on va arriver avec Gardner, lui par contre il va faire une découverte qui se rapproche de ce que Gardner il va approfondir. Il parle de l'intelligence fluide et de l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide qui serait l'intelligence innée et cristallisée qui serait le résultat de l'école, de l'éducation. Maintenant, le problème, c'est qu'avec les découvertes en génétique, les généticiens, ou plutôt ceux qui sont dans tout ce qui est génétique, ils nous mettent en garde par rapport à ça, par rapport aux gènes de l'intelligence. Ils nous mettent en garde, et j'étais fort surpris lors de réunions de parents. Je suis allé avec mon fils, et j'étais devant ces 2 titulaires. Lorsque les 2 titulaires ont su que j'étais prof, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Ils ont dit, c'est normal alors.
on se disait comment il était intelligent. C'est parce que son père est prof. Le gène de l'intelligence, ça n'existe pas en fait. Selon les généticiens, selon toutes ces personnes qui font des recherches en génétique. Alors, les références aujourd'hui pour les concepteurs d'outils d'évaluation des fonctions intellectuelles. Donc, Cattell, lui, par contre, va permettre à ce que, aujourd'hui encore, bien que son modèle n'est pas utilisé, mais ça a permis et ça permet encore de pouvoir réaliser des recherches dans le domaine. Alors, arrive enfin notre cher Gardner, et il n'est pas le seul. Donc, il y a Gardner, mais il y a aussi Sternberg. Les deux, l'un, il va proposer 5 formes d'intelligence, analyse des problèmes abstraits, l'intelligence analytique, l'intelligence pratique, l'intelligence créative, 3 plutôt, pour Sternberg, et 8 pour Gardner, comme Christian l'a dit tantôt. Verbal, pas besoin d'expliquer, logico-mathématique non plus, spatial, musical. Tiens. Mais on peut quand même se demander, ceux qui ne sont pas doués en musique, sont-ils intelligents ou pas? Kinesthésique, c'est-à-dire le mouvement. Il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de mouvement. Est-ce qu'ils sont intelligents ou pas? Ce sont des questions interpersonnelles, c'est-à-dire les relations avec les autres, l'intelligence d'être en relation avec les autres, ou intrapersonnel, ce qui touche les émotions, ou encore naturaliste. Toutes ces intelligences, aussi bien l'intelligence globale que l'intelligence multiple, ont tous des avantages et ont tous des critiques. Alors, je vais vous lire quelques avantages concernant l'intelligence globale, dont la mesure est le QI. Parce que tout n'est pas à jeter. On ne peut pas dire, oui, le QI, non, ça amène tout ce qui est stratification, stéréotypes, et ça amène un mal-être auprès des enfants, des élèves, des apprenants. Mais j'en ai trouvé quand même quelques critiques positives qui disent, en disant que le QI reste une information largement utilisée dans la pratique clinique. Donc ça permet de pouvoir non pas dire qu'une personne elle est intelligente, mais ça permet de pouvoir donner une information sur les aptitudes ou sur les capacités. Le QI aussi permet de diagnostiquer, bien sûr, à condition d'être très prudent par rapport à l'interprétation, parce que ce qui pose problème, ce n'est pas l'information que ce test nous donne concernant les aptitudes de la personne. Ce qui pose problème, ce sont les interprétations. Et à ce titre-là, je citerai l'exemple de Grégoire, qui est un éminent professeur qui parle justement, qui avertit les psychologues qui font des tests par rapport aux enfants, qui les avertit sur le fait qu'il faut être très prudent quant à ce qu'on en fait de cette information-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de l'information? En sachant que dans le développement de l'enfant, rien ne peut être une évaluation. Et ça, c'est dans mes recherches, j'avais fait concernant l'évaluation, et j'ai pu tomber sur la conclusion que, d'abord, l'outil de l'évaluation, bien que certains remettent cela en question, l'outil de l'évaluation est d'abord culturel. Parce que l'outil répond aux besoins de la culture qui en est le fabricant, qui en est le concepteur. Alors, lorsqu'on conçoit un outil, c'est pour justement répondre aux besoins de l'environnement. Alors cet outil-là, lorsqu'elle a des visées universelles,
ça pose problème. C'est-à-dire que si nous prenons le critère pour donner la mesure de l'intelligence, ces mêmes critères, nous allons dans d'autres coins du monde. Je reprends mon exemple du pygmée dans la forêt équatoriale. Mais ces critères que nous allons utiliser pour pouvoir dire si il ou elle est intelligente tombent puisque nous ne sommes pas dans la même configuration, dans la même procédé ou moyen d'apprendre. Un pygmée n'a pas besoin d'être en classe. Je parle des pygmées qui vivent encore dans la forêt et qui ne sont pas sortis de leur forêt pour aller suivre les méthodes habituelles, modernes de l'école où il faut s'asseoir sur le banc, où on te dit quand il faut te lever, où on te dit quand il faut parler, où on te dit quand il faut jouer. À vrai dire, on peut réfléchir sur ça, sur l'école. Et beaucoup réfléchissent encore sur l'école. Parce que l'école, d'autres la comparent comme une prison. Parce qu'effectivement, on peut se demander, une fois que les élèves rentrent à l'école, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes puisqu'on leur dit quand ils peuvent aller aux toilettes et il faut en même qu'ils puissent demander le moment où ils doivent aller aux toilettes. Alors, je me suis posé la question de l'impact notamment de l'école dans la manière des élèves de pouvoir par la suite être des personnes qui savent se débrouiller. Parce que pendant 6 ans, j'imagine ceux qui sont en secondaire, ou pendant 12 ans, on leur a dit quoi faire. On a, pour certains, je ne parle pas de toutes les écoles, je ne vais pas généraliser, pour certains, on a essayé de réprimander la créativité. On a essayé de réprimander toute tentative d'initiative. On a essayé même aussi de réprimander toute tentative de collaboration. Alors imaginez, collaboration, c'est-à-dire ce qu'on a qualifié comme étant la triche. Okay? Oui, parce que lorsqu'on travaille, on nous demande de savoir collaborer avec des collègues. Mais pendant nos années d'école, on nous a interdit de vouloir regarder la feuille à côté. Vous imaginez les troubles que ça crée, puisqu'on est devenu, en fait, on nous a poussés à être individualistes. Regarde ta copie, concentre-toi sur ton travail, regarde devant toi. Mais une fois que tu termines l'école, tu rentres dans le monde professionnel, maintenant on te demande de collaborer avec les autres. On peut se questionner en fait. On a passé des années, pour certains plus de 20 ans à l'école, où on nous demandait de produire un travail individuel, mais une fois dans le monde professionnel, on nous demande de produire un travail collaboratif. Et pourquoi ne pas commencer dès la genèse à apprendre les enfants à collaborer et à supprimer l'idée qui consiste à dire que c'est de la triche de regarder à côté pour voir ce qui se passe. Ça nous aiderait énormément. Si on pouvait supprimer, je vous donne mon point de vue, si on pouvait supprimer l'idée de la triche, 1, et 2, si on pouvait supprimer aussi l'appellation échec, ça nous aiderait énormément. Parce que ça fait tant de mal. Alors, le QI aussi, parce qu'il n'y a pas mieux, au fait. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour pouvoir mesurer ce que nous appelons intelligence. Mais cela ne veut pas dire que la mesure qui est attribuée à ce concept de l'intelligence ne veut pas dire que forcément la personne, elle est intelligente. Parce que là, ça demande encore à d'autres mesures et d'autres tests qu'il faut pouvoir réaliser, mais dans l'état actuel des choses, il n'est pas encore d'actualité. Alors, pour les intelligences multiples, j'ai trouvé encore des avantages. Les avantages, c'est que ça permet de reformer la culture des équipes éducatives, en fait. Ça permet de pouvoir amener le respect des enseignants, mais aussi le respect de l'élève. Ça ramène la confiance
Parce que l'élève qui ne parvient pas dans les logiques mathématiques peut se découvrir une capacité en musique ou une capacité dans la manière de se mouvoir. Étant adolescent, je faisais de l'athlétisme et cela me donnait beaucoup plus de plaisir à aller courir derrière le chrono, parce que je voulais absolument descendre en dessous de 10 secondes. Bon, je vous fais grâce de ce moment de ma jeunesse. Alors, l'intelligence multiple donne confiance aux capacités de chacun, mais aussi le rapport positif à l'enseignement. Du coup, l'enseignement prend une autre dimension. Mais cela n'annule en rien les critiques qui sont formulées vis-à-vis des intelligences multiples, parce qu'il est bon à savoir qu'il y a quand même des critiques. Alors, les critiques sont les suivants. Les enseignants et les directeurs d'établissements adaptent la théorie des intelligences multiples parce qu'elles confirment leurs propres idées et conceptions de l'apprentissage et de l'individu. Chaque individu apprend selon le chemin variable. Il faut éduquer la personne tout entière. L'enfant apprend en expérimentant, voir leurs idées, confirmer. Même chose. Et le psychologue Howard Gardner, lui, justement, il offre cette possibilité-là. Et parmi les critiques sur les intelligences multiples, c'est que il est difficile de pouvoir vérifier ça par la recherche. La théorie, elle est séduisante. La théorie, elle permet de pouvoir redonner confiance aux élèves, mais aussi aux adultes qui ont été brimés parce qu'ils n'arrivaient pas à correspondre aux standards de l'intelligence globale. Mais sous examen, dans les recherches, ça manque de rigueur. Certains chercheurs disent qu'il y a défaut de rigueur. Mais entre-temps, et vous allez le voir, entre-temps, c'est que cette théorie a reçu un très bon accueil dans l'enseignement. Moi-même, j'utilise cela. Et les autres collègues l'utilisent également. Et surtout lorsqu'on enseigne en secondaire professionnel, parce que vous êtes sans ignorer que le professionnel est une filière qui a toujours été, depuis des décennies, vue toujours comme étant une filière parce qu'on a échoué quelque part. On aurait pu faire autrement, comme sous d'autres cieux, où justement les filières professionnelles ne sont pas des filières dévalorisantes, ne sont pas des filières où parce qu'on a raté dans le général et on se retrouve dans le professionnel. Je vais dire quelques avantages, ou plutôt quelques critiques aussi pour les QI, mais pas besoin de le dire, je pense que chacun de nous sait déjà de quoi la mesure QI, le test QI véhicule déjà comme critique. Mais je vais juste en citer deux, disons. La capacité de prédire et surévaluer, c'est-à-dire de dire ce que va être la personne et surévaluer. En plus, le QI, c'est que ça a permis de stigmatiser les individus et ça a permis également à amener une sorte de catégorisation de personnes. Et le pouvoir prédictif, c'est-à-dire le pouvoir de permettre de dire que la personne sera telle parce qu'elle est intelligente, est en réalité modérée au fait. Donc la vision unidimensionnelle de l'intelligence favorise la hiérarchisation des individus. Alors, quelques mythes. Oh, les définitions. Pas besoin de le dire parce que ça, c'est ce qui est conventionnel. Je le lis rapidement. En fait, l'intelligence est une aptitude à traiter l'information pour résoudre les problèmes, s'adapter
à des situations nouvelles. Ça, c'est dans les dictionnaires pédagogiques, on le retrouve tel quel. Et puis, il y a cette scientifique Larrivée qui, cette définition, je suis tombé sur son article à charge concernant le QI. C'est étonnant de voir comment moi, j'ai décelé au fait une sorte d'opposition entre les défenseurs du QI et les défenseurs de l'intelligence multiple. Et elle, son article, je vous conseillerais si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, elle est vraiment à charge contre les intelligences multiples. L'intelligence est une aptitude mentale très générale qui implique notamment l'habilité à raisonner, à planifier, à résoudre des problèmes, à penser abstraitement, à bien comprendre les idées complexes, à apprendre rapidement et à tirer profit de ses expériences. L'intelligence ne se résume pas à l'apprentissage livresque, ni à une aptitude scolaire très circonscrite, ni aux habiletés spécifiquement reliées à la réussite des tests mentaux. Au contraire, elle reflète une habilité beaucoup plus étendue et profonde à comprendre son environnement et à saisir un problème, à donner un sens aux choses ou à imaginer des solutions pratiques. En tout cas, ces deux définitions, je trouve que ça englobe un peu la vision actuelle de l'intelligence. Ce qui nous sort un peu de cette vision scolaire de l'intelligence, ou parce qu'on a un diplôme, qu'on est forcément vu comme étant intelligent, ou parce qu'on a fait 10 ans d'études, ou on a un doctorat, on est vu comme étant intelligent. Et cette définition nous sort un peu de ces réflexes que nous avons, on nous a conditionnés. Vous et moi, nous sommes conditionnés par cela. Alors, quelques mythes. Alors, il y a une recherche qui est sortie, vous m'excuserez parce que je lis sur mon GSM parce que j'ai oublié d'avoir ma tablette en sortant à la maison, puisque j'avais les deux, pour pouvoir lire quelques textes. Alors, du coup, j'utilise mon GSM. Ne voyez pas en cela une recherche dans Google. C'est ce que mes élèves me disent. Ils sont persuadés que mon cours, je prends ça sur Google. Ou intelligence artificielle encore, ChatGPT, voilà. Ils sont persuadés, ils sont vraiment persuadés. Messieurs, c'est sur Google, c'est sur Google. Moi, je dis non. Bref, c'est difficile d'aller contre leurs préjugés. Voilà. Du coup, je n'ai plus le texte. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais tenter d'expliquer sans le texte. C'est-à-dire que le sexe du cerveau, les différences de fonctionnement des cerveaux masculins et féminins. Alors, cette recherche tend à démontrer, en début 2000, à démontrer que le cerveau de l'homme est mieux programmé pour pouvoir savoir se débrouiller dans l'espace, lire une carte. Et que l'homme a été programmé parce qu'à l'époque où l'homme vivait dans des grottes ou dans des forêts, c'est lui qui allait à la chasse pendant que la femme restait à la maison, ou plutôt restait dans la case ou dans la grotte, en train de discuter avec d'autres femmes. Et puisque l'homme néandertal ou autre, il a eu à développer cette capacité de pouvoir se repérer dans l'espace et de ne pas avoir de problème pour pouvoir lire une carte. Alors, cette étude a validé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, cette étude a validé au fait qu'il y a un cerveau femme et un cerveau homme. Tandis que des chercheuses, il a fallu que ce soit des femmes qui puissent faire justement cette recherche parce que les hommes étaient bien contents qu'on puisse leur attribuer justement des qualités que les femmes n'ont pas. Alors des chercheuses, donc des femmes,
sont allées contre ce mythe qui tend à dire qu'il y a un cerveau masculin et un cerveau féminin. Elles ont repris les mêmes critères, les mêmes données pour expliquer que si on prend un homme et une femme, on les entraîne, eux deux reçoivent le même entraînement, la femme va autant se débrouiller dans l'espace, lire une carte, qu'un homme. Premier mythe qui s'écroule. Le slide ici est illisible. Ouais, j'ai essayé dans la voiture, mais en conduisant, essayer de réduire, mais non, c'est trop risqué. Alors, ce que ma femme m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup trop de mythes pour que les gens puissent comprendre. Alors, je vais essayer de lire quelques-uns. Alors, le test d'intelligence, c'est-à-dire le QI, ces tests-là sont imparfaits et on ne peut pas s'y fier. Bien sûr, c'est faux. Ce qui pose problème dans les tests de QI, ce n'est non pas le fait qu'on ne peut pas se fier. Si, on peut se fier, mais ce qui pose problème, c'est l'interprétation. C'est ce qu'on en fait, au fait. Ce n'est pas tant le score que ça donne. Le QI reflète uniquement le statut socio-économique d'une personne. Je dirais que c'est faux. Parce que on peut être pauvre et être intelligent. Ouais, on peut être pauvre et être intelligent. On peut avoir des parents qui étaient ouvriers et être hyper intelligents. Parce que l'intelligence ne dépend pas de son origine sociale. Ça, c'est un mythe. Mais aussi, le problème de ça aussi, c'est que souvent, on assiste à cette reproduction sociale, pas simplement chez les personnes riches, mais aussi chez les personnes dites pauvres et du milieu ouvrier. Alors, c'est-à-dire que c'est une expérience qui avait été réalisée dans les années 50, je pense, si je ne me trompe pas, en Angleterre, pour voir comment ceux qui sont du milieu ouvrier ils veulent défendre leur classe sociale. Alors, ils s'opposent à toute transclasse, c'est-à-dire le fait que de sortir de sa classe pour aller vers une autre classe dite supérieure. C'est-à-dire qu'il y a cette mentalité-là où on se dit « je suis ouvrier, mes enfants aussi seront ouvriers ». Tout comme on va chez la classe dite supérieure, ils vont aussi dire « je suis médecin, mes enfants aussi seront médecins » et ainsi de suite. On essaie de se reproduire. Et les sociologues ont pu remarquer cela justement en se disant qu'en fait, ceux qui sont dans le milieu ouvrier, ils défendent aussi leur façon en se disant que non, même s'il y a un enfant qui est du milieu ouvrier, qui tente de faire étalage de ses dons et ses capacités, ce qui va se passer, c'est que les parents ils risquent de brimer l'enfant en disant non, nous on s'arrête en 6e secondaire ou on s'arrête en 3e secondaire, il faut aller travailler. Et ça, on le retrouve aussi aujourd'hui. On le retrouve aussi aujourd'hui, pas mal des élèves, juste pour donner un exemple pratico-pratique. J'ai toute une famille où les élèves, en fait, ils sont 12. Ils sont 12. Rassurez-vous, ils ne sont pas des Africains. Ils sont 12, mais tous les enfants suivent le même parcours. Et pourtant, ils ont des capacités, mais en 3e secondaire, ils font exprès, alors là, exprès de rater. Parce qu'ils attendent simplement d'avoir 18 ans pour aller travailler. Ils attendent de sortir de l'obligation scolaire pour aller travailler. C'est-à-dire que à la maison, les parents ne les encouragent pas à prétendre à une carrière universitaire. Alors du coup, ils font exprès pour satisfaire quelque part aux souhaits de leurs parents. Et nous avons pu voir les frères, les sœurs se succéder et tous suivre le même parcours. Alors, la forte hérédité, ça je peux laisser, les gènes ne sont pas importants pour déterminer l'intelligence. Oui et non. Tout à l'heure, effectivement, j'ai dit qu'on ne peut pas dire que parce que mon père est intelligent, je serai intelligent.
mais on peut se retrouver effectivement à avoir des maladies qui sont héréditaires et qui peuvent nous amener à ne pas développer des capacités dites intelligentes ou intellectuelles. Tous les enfants sont doués. Là, c'est le piège justement des intelligences multiples. C'est de dire que tous les enfants sont doués. Tout dépend de ce qu'on met dans le don, dans le doué. Parce que si c'est rempli de stéréotypes, effectivement, ça donne une sorte de valeur ajoutée à la personne de savoir qu'on est doué. Les bonnes écoles peuvent permettre à chaque enfant de devenir compétent sur le plan académique. Il y a des enfants, des élèves qui suivent leur cursus scolaire dans des écoles qui ne sont pas réputées, mais qui terminent quand même et arrivent à l'université et ils font un parcours sans faute. Alors, je termine juste avec tout le monde est à peu près également intelligent. La plupart des individus n'utilisent que 10% de leur cerveau. En fait, lorsque je dis mythe, c'est parce que ce sont des choses qui ne sont pas appuyées sur des recherches, en fait. La recherche dit autre chose parce que la recherche n'est pas toujours, je le dis et puis je l'explique, n'est pas toujours dichotomique. Dichotomique, c'est-à-dire c'est soit ça ou soit pas ça. Parfois, les résultats d'une recherche peuvent être multiples, multichotomiques. Donc, parfois, ce n'est pas toujours, oui, donc si ce n'est pas ça, c'est ça. Parfois, il faut juste se dire que, à la lumière de la recherche, ce qu'on peut conclure, c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que demain, il n'y aurait pas autre chose à la place. C'est ce qu'il faut toujours se dire. Alors, j'avais déjà passé quelques critiques. Et puis, praxis. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. Ceci, c'est un test de l'intelligence multiple, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit quand même, il faut quand même que nous ayons une idée. J'arrive vers la fin, ne vous en faites pas. Je voulais montrer deux tests. Et le premier test, c'est le test, ou plutôt les exercices qu'on peut faire dans le cadre de... Mais on ne le voit pas très clair. C'est pas très clair plutôt. Les exercices qu'on peut faire dans le cadre de l'intelligence multiple. Parce que mon point de vue, c'est qu'il faut prendre le bon dans chaque théorie. Parce que l'objectif, c'est d'amener l'enfant à pouvoir développer des capacités. Si l'enfant répond aux stimuli de l'intelligence globale, pourquoi pas? Et si l'enfant répond aux stimuli de la théorie des intelligences multiples, pourquoi pas? Puisque moi, je suis plutôt adepte à une pédagogie plurielle et non pas à une seule pédagogie. Et les parents, les enseignants, en tout cas les collègues avec qui je travaille, nous sommes dans cette démarche-là, en se disant, l'élève est au centre et nous amenons tout ce qui peut contribuer à l'acquisition des compétences, à l'acquisition des capacités. Donc, le tout, ce n'est pas d'opposer les deux camps, mais de prendre le bon qu'il y a dans chaque camp. On ne voit pas, ce n'est pas grave. Il y a juste encore une autre vidéo que je m'aimerais montrer, en espérant que cette fois-ci, ça va fonctionner. C'est une conférencière qui résume ce que j'ai essayé tant bien que mal à vous expliquer. Je pense qu'elle elle est beaucoup plus éloquente que moi.
Je suis neuroscientifique et je viens vous parler d'un nouveau scanner qu'on a développé au sein. Perfect Fit soutient sa santé générale. Savais-tu que plus de 2000 débutants ont appris à jouer cette chanson au piano en seulement 15 minutes et 100% Au sein de ma discipline, qui permet de regarder un cerveau humain ou un groupe de personnes et de déterminer en quelques millisecondes leur niveau d'intelligence. Ça veut dire que là, si je le fais sur cette audience, je pourrais à la fin vous dire le classement du plus intelligent ou intelligente au moins intelligent, intelligente. Bon, c'est pas vrai, je suis neuroscientifique, mais je viens plutôt vous parler de pourquoi il ne faut pas aller dans ce sens. Et aussi de pourquoi on n'est pas si loin que ça. Alors, cette question nous intéresse dans ma discipline, que ce soit les neurosciences ou les sciences génétiques. C'est des questions qu'on se pose, mais c'est aussi des questions que vous vous posez. Et peut-être nous avons tendance à croire qu'un niveau élevé d'intelligence tient d'une petite poignée d'humains, d'un don rare. Alors, il nous paraît évident, par exemple, dans nos parcours scolaires, intimes, professionnels, que nous sommes différents au niveau de nos réalisations et que certains se distinguent par une facilité apparente pour les réaliser. Donc, il est incontestable que certains réussissent mieux que d'autres et que cette réussite leur profère des privilèges que d'autres n'ont pas. Devant ces évidences, on trouve dans le concept d'intelligence innée une sorte de refuge causal qui nous permet d'expliquer d'où émerge une faculté, pourquoi elle nous fascine et surtout pourquoi on ne la possède pas. Tout au long de l'histoire scientifique de l'intelligence, les chercheurs se sont interrogés sur comment est-ce qu'on peut identifier, comment est-ce qu'on peut évaluer l'intelligence humaine, avec des méthodes plus ou moins risibles. Au XIXe siècle, par exemple, ils se passionnaient pour le lien entre la taille du cerveau et l'intelligence. Sans pouvoir accéder directement au cerveau, ils utilisaient la taille de la tête pour évaluer l'intelligence. Gustave Le Bon, qui est un Parisien intéressé par la psychologie et l'anthropologie, il était un fervent défenseur de cette recherche. Alors lui, il tenait particulièrement à démontrer l'infériorité des races non européennes, mais quand même, il avait la même affection pour les femmes. Donc, il développa un céphalomètre portable qu'il amena avec lui partout et mesurait la tête des gens. Et de toute évidence, la nature a accordé quelques onces supplémentaires aux hommes blancs, ce qui explique leur supériorité intellectuelle et justifie leur accès aux positions de pouvoir et d'influence. Et petit à petit, on a commencé à se rendre compte qu'il y a certains hommes blancs éminents qui avaient des petites têtes. Et donc, on s'était dit qu'il faut qu'on se distancie de cette méthodologie. Et plus tard, elle a été réfutée, cette craniologie. Mais d'autres méthodes qui démontrent des différences biologiques entre les groupes humains attendaient quand même dans les coulisses. Une différence de taille de cerveau, une bosse, une anatomie. Et toutes ces méthodes cherchaient obstinément à réduire ce trait complexe à un seul niveau. Et toutes ont été instrumentalisées pour signifier que les hommes, les blancs, les riches, méritaient leur position au pouvoir parce que naturellement, biologiquement, ils seraient plus intelligents que les femmes, les pauvres et les minorités raciales. Alors là, vous pouvez peut-être vous dire, oui, mais ça reflète la pensée de l'époque, ces vieux préjugés sont balayés aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que même aujourd'hui, il y a encore des explications déterministes qui vont lier nos aptitudes intellectuelles à un niveau génétique ou à une partie de notre cerveau. À la fin du XXe siècle, l'avènement des nouvelles technologies d'imagerie ont offert des cartes merveilleuses qui nous donnent l'illusion d'une fenêtre sur le cerveau. Vous savez, des images d'IRM fonctionnelles qui continuent à alimenter des fausses représentations qui sont alimentées par la presse populaire et qui continuent à aggraver des pensées pseudo-scientifiques, comme par exemple que les femmes seraient plus bavardes, ou qu'elles sont incapables de lire des cartes routières, ou que les hommes seraient biologiquement plus doués pour les mathématiques, la prise de risque. Il y a des analyses génétiques qui continuent, sous couvert de scientificité, de signifier que les enfants issus de familles riches ont un QI naturellement supérieur, ce qui explique leur réussite scolaire et sociale. Donc,
justifiant par des explications biologiques des hiérarchies sociales et économiques. Ironiquement, à l'échelle universelle, les personnes qui ont un QI supérieur, mais issues de familles pauvres, réussissent moins que des personnes qui ont un QI inférieur, mais issues de familles riches. Ça veut dire, si vous êtes très favorisé génétiquement, mais pauvre, vous avez moins de chances de réussir que quelqu'un de défavorisé génétiquement, mais riche. D'autres types de privilèges semblent l'emporter sur notre biologie. Les hommes blancs gagnent plus que les hommes noirs, plus éduqués. Et les hommes gagnent plus que les femmes, également instruites. Donc les structures sociales semblent déterminer beaucoup plus que notre biologie. Et elles ne déterminent pas simplement nos droits, mais aussi la manière avec laquelle on se perçoit intellectuellement. Ça veut dire si on se considère intelligent ou pas, ce qui a un impact profond sur notre motivation, sur notre persévérance et sur nos aptitudes à répondre aux tests d'aptitude intellectuelle. Donc, si, à force de circonstances, vous n'avez pas accès à la bonne formation, au bon dispositif, aucun avantage génétique ne garantit que vous allez réussir. Ceci nous apprend quelque chose d'essentiel sur la nature de l'intelligence et son lien avec la réussite. Nous avons beaucoup de chances de la réaliser dans un contexte privilégié et beaucoup moins de chances de la réaliser dans un contexte instable. Notre capacité mentale ne dépend pas que de nous. Et le droit de vigilance scientifique face au détournement de la science est plus que jamais d'actualité. Parce que même avec toutes les avancées des neurosciences et des sciences génétiques, nous savons qu'un examen détaillé des gènes ou des zones de cerveau ne rend pas compte de notre complexité humaine. Alors, ces méthodes sont utiles, prometteuses, passionnantes. Mais si on se restreint à leur prisme, ce serait comme si on est dans un embouteillage, on veut comprendre pourquoi on est dans un embouteillage, on veut le résoudre, et on se met à ouvrir les capots des voitures et analyser leur moteur. On ne serait pas au bon niveau d'analyse. Et aussi sophistiquées qu'elles puissent vous paraître, et nous paraître scientifiques, ces critères actuels de tests cognitifs, d'imagerie, d'analyse génétique, ne rendent pas compte de notre complexité. Nous pouvons quand même nous entendre sur quelques faits de l'intelligence qui peuvent nous aider à faire avancer le débat. D'abord, l'intelligence n'est pas un trait monolithique comme les descriptions classiques de notre taille, de la couleur de nos yeux. C'est un trait complexe, qui n'est pas soigneusement emballé, étiqueté, rangé sur un seul brin d'ADN. Même Binet, Alfred Binet, le monsieur qui a inventé le test de QI en 1904, il savait que ce serait impossible de réduire ce trait complexe à un seul chiffre. Lui, il a été missionné par le ministère de l'Éducation pour développer un test psychométrique qui nous permet d'identifier les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage pour les accompagner et pas pour les exclure. Ça veut dire que ce test a été conçu à une époque où on ne voyait pas l'intelligence comme un phénomène complexe et où on ne savait pas, d'ailleurs grâce aux neurosciences, que le cerveau est façonné et modelé par toutes les expériences de la vie. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Notre vision moderne et populaire des tests QI, c'est qu'ils fournissent une mesure fixe de l'intelligence. Or, l'intelligence change au cours de la vie. Dans les années 90, un chercheur néo-zélandais, Jim Flynn, a découvert que chaque décennie, l'humanité gagnait en... Bon. Donc, rapidement, à la fin de chaque conférence, j'en profite pour rappeler qu'on a un projet humanitaire en RDC. Et on va construire un centre médical. C'est un one-stop center, donc c'est un centre médical qui va permettre d'organiser une prise en charge globale des victimes de violences sexuelles. Cette année-ci, 2025, c'est une année charnière parce qu'on va commencer à ériger les murs. On a fait toutes les fondations des 2 premiers pavillons. C'est un hôpital... C'est un hôpital qui va comprendre plusieurs pavillons. Et donc, ça va... Hop là, ça arrive en même temps. Ouais, donc
le centre médical va sortir de terre tout doucement. Gérald, on a toujours besoin de la technique. Allez, parce qu'ils ont faim, s'il te plaît. Ok, voilà. Donc, pour bien préciser, donc Calais, donc c'est vraiment à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le projet quand ce sera fini, hein, on n'en est pas encore là. Voilà, ça c'est les fondations, premier et deuxième pavillon. L'équipe qui est là-bas sur place, on les a équipés entièrement avec tous les équipements de protection individuelle, les vestes, les casques, etc. Voilà, ça c'est la phase pour cette année-ci, donc on s'y attelle. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me voir, à m'en parler si vous voulez rejoindre l'ASBL, venir nous aider, même si vous n'avez pas de temps, même si vous n'avez pas d'argent, il y a d'autres façons de contribuer à une association. Le 8 mars, bioterrorisme, sommes-nous menacés et comment s'en protéger? Je vous encourage à venir à la conférence du docteur Maxime Selemani. Alors, il est docteur, il n'est pas médecin, il est épidémiologue et il nous parlera de ce sujet qui est d'actualité. Sur l'année, donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs conférences. Le 19 avril, on aura David Vanache, qui est un architecte, qui va nous parler des dégradations de l'habitat, du diagnostic aux solutions. Je pense que vous avez tous une maison ou un appartement, ben c'est l'occasion de venir vous informer. Le 7 juin, Batenaï Fomi, qui est juriste, qui va nous parler de la liberté d'expression. Est-ce qu'on est libre en 2025 de dire ce qu'on veut? Le 20 septembre, ce sera moi sur les apnées du sommeil. Il y en a quelques-uns qui sont concernés dans la salle. Je vous encourage à faire le dépistage. Voilà, c'est une petite private joke. Le 25 octobre, nous aurons Fabrice Nola, qui est ingénieur en génie logiciel. Il va nous parler d'intelligence artificielle, une autre forme d'intelligence. Donc, Joseph, je t'encourage aussi à venir participer. Opportunité ou menace. Et on terminera l'année le 13 décembre avec le professeur Samuel Fourfari. Alors lui, il est ingénieur, géopoliticien de l'énergie. Et alors, il va nous parler un petit peu des conclusions qu'on peut en tirer de tout ce qui est climat, CO2, COP30, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. Merci aux sponsors et je vous souhaite bon appétit.